Le Pacifique est la dernière frontière entre les réalités. Un couloir infini d'eau sombre où les plaques tectoniques se séparent lentement, tandis que des civilisations inconnues ont laissé des traces qui défient notre compréhension du passé. C'est un océan façonné par des tempêtes colossales, des courants glacés qui voyagent depuis l'Antarctique et des marées ancestrales qui déplacent des milliards de tonnes d'eau depuis bien avant que l'être humain n'ait posé le pied sur cette planète. S'étendant des eaux glacées du détroit de Bering aux récifs turquoises de la Polynésie, le Pacifique fonctionne comme un moteur vivant qui relie des hémisphères, des zones climatiques et des écosystèmes qui semblent appartenir à des mondes différents. C'est un océan de contrastes qui dépasse l'imagination. Un lieu où des vagues monstrueuses frappent les côtes volcaniques depuis des milliers d'années, sculptant des formations rocheuses qui semblent être l'œuvre d'architectes délirants. Où le courant de Humboldt remonte des profondeurs comme un fleuve glacé à l'intérieur même de la mer, alimentant des systèmes météorologiques entiers et déterminant s'il y aura de la pluie ou de la sécheresse sur des continents lointains. Où les baleines à bosse, les thons géants, les requins ancestraux et les prédateurs abyssaux suivent des routes migratoires tracées il y a des millions d'années, guidés par des instincts qui précèdent toute forme de conscience humaine. Mais la surface ne raconte qu'une fraction minime de la véritable histoire. Sous le Pacifique existe un royaume que très peu ont vu et encore moins ont survécu pour le décrire. Des chaînes de montagnes submergées qui se sont un jour élevées au-dessus des vagues. Des plaines abyssales qui s'étendent sur des milliers de kilomètres dans l'obscurité totale. Des dorsales volcaniques qui continuent à créer de nouveaux fonds océaniques pendant que vous lisez ces mots. Des fosses si profondes que la lumière du soleil n'a jamais touché leurs parois depuis la formation de la Terre. Dans ces profondeurs, des navires perdus reposent dans un silence perpétuel, leur structure de bois et de métal étant lentement absorbée par l'abîme. Des écosystèmes entiers prospèrent autour de sources hydrothermales où la vie ne dépend pas de la lumière du soleil, mais de réactions chimiques qui émanent du manteau terrestre lui-même. Des créatures bioluminescentes flottent dans l'obscurité comme des constellations vivantes, révélant à quel point notre propre planète peut nous être étrangère. Et entrelacée dans ces eaux se trouve l'histoire humaine d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Le Pacifique a été traversé par les navigateurs polynésiens qui ont cartographié les étoiles et les courants bien avant l'existence de tout instrument de navigation. Il a été traversé par des explorateurs à la recherche de nouvelles terres, par des commerçants qui reliaient les empires asiatiques aux Amériques, par des marins qui ont affronté des tempêtes capables d'engloutir des flottes entières sans laisser de traces. Ces marées ont transporté des histoires, des langues, des connaissances et des traditions d'un bout à l'autre du monde, façonnant les civilisations sur toutes ses rives. Le Pacifique n'est pas seulement un océan, c'est une chronique de découverte et de survie, de création et d'anéantissement. Un endroit où les typhons écrivent leur fureur sur les vagues, où le temps se mesure en cycles de marée, où le passé sommeille dans les profondeurs, attendant d'être redécouvert. Il reste l'un des derniers grands mystères de la Terre. Une frontière bleue agitée qui continue de nous défier, de nous nourrir, de nous humilier et de nous rappeler à quel point nous en savons peu sur la planète que nous appelons notre maison. Bien au-dessous des vagues agitées du Pacifique se trouve un monde caché du temps. Des archives submergées de civilisations depuis longtemps oubliées par l'histoire officielle. Ce qui semble être un désert bleu vide à la surface est en fait un vaste musée sous-marin rempli de monuments de pierre, de temples effondrés, de colonnes fragmentées et de structures géométriques qui ne devraient tout simplement pas exister au fond de la mer. Dans les eaux proches des îles Marshall, des plongeurs et des équipes de sonar ont détecté des formations pyramidales massives émergeant du fond océanique, alignées avec une précision presque parfaite sur les points cardinaux. Leurs bords sont trop nets, trop délibérés, trop précis pour être naturels. Certains chercheurs pensent qu'elles pourraient appartenir à une culture plus ancienne que n'importe quel empire connu, une civilisation effacée par des cataclysmes ancestraux que l'histoire conventionnelle n'a même pas enregistrés. Plus au sud, la cartographie par sonar a révélé des grilles rectangulaires, ressemblant à des rues et de longs murs linéaires s'étendant sur des kilomètres. Près de Yonaguni, au Japon, la célèbre structure submergée repose juste sous la surface. Une formation massive de blocs qui semble avoir été coupée et empilée avec précision.
Les scientifiques débattent pour savoir si elle est naturelle ou artificielle. Cependant, sa symétrie et son échelle continuent de soulever des questions sur les cultures maritimes qui auraient pu exister des millénaires avant ce que l'histoire enregistrée admet. Plus profondément encore, dans les fosses sombres près de la dorsale et Pacifique, des véhicules télécommandés ont filmé des arcs monolithiques en pierre, des formations empilées et des blocs aux angles impossibles reposant au fond de l'océan. Des fragments de structures qui n'auraient pas dû survivre à la pression écrasante des abysses. Parmi les débris gisent des fragments de céramique transformés en pédites, des sculptures recouvertes de corail, des fragments métalliques fondus par le sel et le temps, et des symboles gravés sur des plaques dont la signification reste totalement inconnue. Chaque artefact murmure l'histoire d'un monde englouti par la montée des mers, le déplacement des continents ou des tremblements de terre catastrophiques. Certaines légendes parlent de Mu, le continent perdu du Pacifique. D'autres mentionnent des îles oubliées qui ont sombré lors de la fonte des glaces. D'autres encore parlent de la Lémurie, une terre légendaire qui aurait relié les continents avant de disparaître sous les vagues. Mais quelle que soit leur origine, une vérité demeure inébranlable. Quelque chose a vécu ici. Quelque chose a été construit ici. Et quelque chose a disparu sous ces eaux de manière si complète que seuls des fragments ont survécu pour raconter l'histoire. Le Pacifique ne livre pas ses secrets facilement. Cependant, à chaque balayage sonar, à chaque plongée en eau profonde, à chaque artefact retiré de l'obscurité, les contours d'un chapitre perdu de l'histoire humaine deviennent un peu plus clairs. Ruines cachées, architecture impossible, civilisation effacée par le temps mais pas oubliée par la mer. Le Pacifique garde l'histoire. Nous commençons tout juste à la lire. Pendant des milliers d'années, le Pacifique a porté les murmures de civilisations qui ont un jour existé le long de ses côtes en constante évolution. Des cultures effacées de la mémoire bien avant que l'histoire ne commence à enregistrer le monde. Leurs noms ont été perdus, mais leurs traces subsistent, éparpillées au fond de l'océan comme les fragments d'un rêve oublié. Quelque part entre les îles Fidji et Tonga, des archéologues marins ont cartographié une plateforme rocheuse massive de la taille d'un stade, enfouie sous des couches de cendres volcaniques. Sa surface est sculptée d'étranges symboles en spirale, des motifs que l'on retrouve dans l'art préhistorique de Nouvelle-Zélande, du Pérou et même de Taïwan. Les gravures ne correspondent à aucune langue connue. Cependant, elles semblent raconter l'histoire d'un peuple qui traversait les océans, qui comprenait les marées, les étoiles et la puissance violente cachée sous la terre. Au nord, près de la côte japonaise, des drones sous-marins ont découvert une forteresse circulaire effondrée, entourée des débris de structures en bois préservées par l'eau froide. La disposition rappelle les fortifications de l'âge du bronze, mais la pierre utilisée semble millénaire plus ancienne que n'importe quelle colonie connue dans la région. Les outils trouvés à proximité ont été fabriqués à partir de matériaux qui ne proviennent ni de l'archipel japonais ni des îles voisines. Sous les eaux calmes de la mer des Philippines, où les courants emprisonnent des débris ancestraux, les chercheurs ont trouvé des pierres géantes émergeant de l'abîme comme les piliers d'un temple submergé. Les pierres forment des arrangements géométriques parfaits, des carrés, des triangles et des cercles radiaux, d'une précision trop exacte pour être naturelle. Et encore plus étonnantes sont les statues découvertes près de la plaque des Philippines. Des formes humanoïdes massives, érodées mais encore reconnaissables, avec des têtes allongées et des yeux larges et fixes. Certains pensent qu'elles étaient les gardiennes d'une ville côtière engloutie par la montée du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire. D'autres pensent qu'elles représentent les dieux d'une culture maritime disparue depuis longtemps, qui naviguait dans tout le Pacifique des millénaires avant les Polynésiens. Dans les régions plus profondes, hors de portée de la lumière du soleil, gisent des villes transformées en pierre, des quartiers entiers scellés sous les sédiments. Des routes qui ne mènent nulle part, des escaliers sculptés dans des montagnes désormais submergées, des arches qui n'encadrent que l'obscurité. C'est comme si des civilisations entières avaient été effacées du jour au lendemain, ensevelies sous des masses de terre effondrées ou englouties par de violents tsunamis déclenchés par d'anciens supervolcans. Les légendes de cultures lointaines décrivent toutes le même événement avec des mots différents.
Un royaume détruit par la mer, une île qui a disparu en une seule nuit, un peuple qui a irrité les dieux. Une catastrophe à laquelle aucun mortel n'a survécu. Ces histoires apparaissent dans la mythologie polynésienne, le folklore japonais, les traditions orales aborigènes australiennes et les légendes des îles du Pacifique Sud, trop dispersées pour être une coïncidence. Tous ces récits pourraient-ils décrire la même civilisation perdue? Personne ne le sait avec certitude, mais l'océan s'en souvient. Et à chaque plongée, à chaque balayage sonar, à chaque pierre soulevée des profondeurs, le Pacifique en révèle un peu plus, suggérant que l'histoire humaine pourrait être beaucoup plus ancienne, beaucoup plus étrange et beaucoup plus interconnectée que nous ne l'avons jamais imaginé. Le monde antique n'a pas disparu. Il sommeille simplement sous les vagues, sous la surface agitée de l'océan Pacifique, sous les tempêtes qui rugissent comme des bêtes vivantes et les courants plus anciens que n'importe quelle civilisation, existe un monde caché que l'humanité n'a jamais complètement compris. Pendant des siècles, les marins ont parlé de formes impossibles sous les vagues, de murs s'étendant dans l'obscurité, de lumières clignotant loin en dessous, là où aucune flamme ne pourrait brûler. La science a rejeté ces récits comme des mythes, mais l'océan se moque de la certitude humaine. Et maintenant, grâce au sonar moderne et à l'exploration des eaux profondes, la vérité commence à émerger. Le Pacifique cache les ruines de civilisations perdues depuis non pas des centaines, mais des milliers voire des dizaines de milliers d'années. Au début, les chercheurs ont trouvé des anomalies simples, des lignes droites au fond de la mer, où aucune ligne droite naturelle ne devrait exister, des blocs rectangulaires disposés avec précision, des formes qui ressemblaient à des escaliers descendant vers le néant. Mais à mesure que les explorations s'approfondissaient, les découvertes devenaient plus étranges. Au large des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, enfouies sous des couches de cendres volcaniques, se trouve une plateforme massive gravée de symboles qui ne correspondent à aucune culture connue. Des spirales, des chemins solaires et des cartes stellaires qui semblent représenter les constellations telles qu'elles apparaissaient il y a 15 000 ans, bien avant l'histoire écrite. Près de la dorsale et Pacifique, des drones sous-marins ont filmé d'immenses portails de pierre érigés entre des chaînes de montagnes de lave directement solidifiées. du fond de la mer, leurs sommets sculptés de manière plane, leurs faces lisses malgré le fait qu'ils soient submergés depuis des millénaires. Les ingénieurs qui ont analysé les images sont d'accord. L'érosion n'aurait pas pu les façonner et aucun processus volcanique n'aurait pu produire une telle symétrie. Plus à l'est, la cartographie par sonar a révélé une énorme structure en forme de spirale ressemblant à une ville, 12 anneaux parfaits de terre et de canaux submergés alternés, étrangement similaires aux descriptions anciennes de villes mythiques du Pacifique. Mais la datation au carbone des sédiments environnants suggère quelque chose d'encore plus choquant. La structure précède de plusieurs milliers d'années toute civilisation connue. Ceux qui l'ont construite maîtrisaient la géométrie, l'astronomie et l'ingénierie hydraulique bien avant que l'humanité ne soit censée comprendre ces choses. Autour des îles Mariannes, des plongeurs ont découvert des formations rocheuses que l'on croyait depuis longtemps naturelles. Mais des balayages supplémentaires montrent que les pierres s'enfoncent beaucoup plus profondément sous le sable, formant des couloirs droits et des sections transversales, comme les fondations de bâtiments ancestraux. Certains blocs sont taillés à des angles précis de 90 degrés, avec des marques d'outils légèrement visibles sous la croissance corallienne. Plus troublantes encore sont les statues retrouvées près de la plaque Pacifique. Des figures humanoïdes sculptées dans une pierre qui n'est pas originaire de la région, avec des crânes allongés, des yeux profonds et des corps qui semblent à la fois humains et d'un autre monde. Certaines montrent des signes de placement rituel, comme si elles avaient autrefois gardé un temple ou une avenue royale. Les géologues estiment qu'elles ont été placées avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était considérablement plus bas, et que des continents entiers avaient un aspect différent. Dans les profondeurs des plaines abyssales, des bras robotiques ont prélevé des échantillons de fragments métalliques différents de tout ce que l'on connaît de la métallurgie ancienne. Ces fragments contiennent des alliages inhabituels, du magnésium, du titane et des éléments de terre rares fondus à des températures que les humains préhistoriques n'auraient pas pu produire.
Les métallurgistes restent perplexes. La composition rappelle davantage les matériaux aérospatiaux modernes que les outils anciens. Et puis il y a les signaux. Des impulsions rythmiques lentes enregistrées dans une fosse caverneuse près des îles Salomon. Toutes les 13 minutes, une vibration profonde traverse le fond océanique comme l'écho d'une machine massive. Le signal n'est ni biologique ni géologique. Il provient d'une chambre située sous un champ de structures géométriques non naturelles. Des structures qui semblent faire partie d'un complexe souterrain scellé, peut-être enterré intentionnellement bien avant que la mer ne l'engloutisse. Les historiens ont tenté de reconstituer les mythes. Mus dans la tradition ésotérique, les royaumes engloutis des récits oraux polynésiens, les îles anciennes de la légende mélanésienne, les terres oubliées des conteurs du Pacifique Sud, tous décrivent une grande civilisation détruite en une seule nuit catastrophique, engloutie par l'océan. Mais et si ces histoires n'étaient pas des mythes différents? Et si elles étaient des souvenirs fragmentés du même événement dont ont été témoins des ancêtres séparés par les océans, racontés pendant des milliers d'années jusqu'à ce qu'il n'en reste que des fragments? Et si le Pacifique avait un jour abrité un réseau de civilisations côtières avancées, des cultures maritimes reliées par le commerce, l'astronomie et l'ingénierie, exterminées par la montée rapide du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire? Les ruines, les villes, les routes, les statues, les métaux impossibles, les pulsations mystérieuses. Tout cela suggère un monde qui n'a pas disparu lentement par décadence, mais qui a disparu violemment et brusquement. Et pourtant, même après des milliers d'années, le Pacifique garde tout caché avec une sorte de révérence, comme s'il conservait les dernières traces d'une civilisation qui dominait à la fois la terre et la mer. L'humanité n'a exploré que 5% de l'océan. Le reste intact, silencieux dans l'attente. Si les réponses à nos plus anciens mystères existent quelque part, elles se trouvent sous ces eaux. Parmi les villes englouties, les chambres scellées, les monuments alignés avec les étoiles et les artefacts inexplicables qui dorment dans l'obscurité. Le Pacifique n'a pas oublié. Il se souvient de chaque pierre, de chaque symbole, de chaque effondrement, de chaque civilisation qui a un jour osé défier la mer. Et un jour, lorsque nous aurons enfin appris à l'écouter, il pourra révéler la vérité d'une histoire humaine bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus avancée que tout ce que nous avons jamais imaginé. Pendant des siècles, le Pacifique a été un lieu où les mythes coulent et les faits se noient. Un océan agité que les gens pensent comprendre simplement parce qu'ils l'ont traversé. Mais au cours de la dernière décennie, une découverte si bizarre, si sauvagement hors des limites de l'histoire humaine, a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes. Tout a commencé par une étrange lecture du sonar près de la mer des Philippines. Une région célèbre pour ses courants traîtres, ses débris à la dérive et ses légendes que les marins chuchotent depuis que les premiers navires en bois ont traversé ces eaux. La signature du sonar ne correspondait pas à un récif, à une épave ou à des formations géologiques. Elle était trop linéaire, trop organisée, trop délibérée. Lorsque les chercheurs ont envoyé des véhicules télécommandés, ils n'ont trouvé ni trésor englouti ni chaîne volcanique. Ils ont trouvé un couloir de basalte noir parfaitement préservé s'étendant sur près d'1,5 kilomètre au fond de l'océan. Ses parois lisses comme du verre reflétaient les lumières artificielles comme un miroir sombre. Aucun processus naturel ne forme de basalte dans de telles structures. Les panneaux ont été sculptés, emboîtés et fusionnés avec une précision qui défierait même l'ingénierie moderne. Certaines pièces étaient gravées de symboles, nets, géométriques, d'apparence presque numérique, des motifs répétitifs qui suggéraient un langage basé sur un code plutôt que sur des syllabes parlées. Et plus les drones s'enfonçaient, plus les choses devenaient étranges. Le couloir se terminait par une dalle massive ressemblant à une porte, décorée d'une carte qui ne correspondait à aucune côte moderne. Elle représentait plutôt une forme semblable à un supercontinent entouré de marques radiales, presque comme une carte stellaire. L'analyse au carbone des sédiments environnants a permis de dater la structure à 42 000 ans. Cela seul suffisait à bouleverser l'archéologie. Mais une deuxième anomalie est alors apparue. Des vibrations à très basse fréquence pulsaient derrière la porte de basalte. Ces pulsations n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient des séquences mathématiques, des spirales de Fibonacci, des nombres premiers, des résonances harmoniques. C'était comme si la structure était toujours active, toujours en fonctionnement.
toujours en attente. L'équipe a tenté de voir au-delà de la porte à l'aide de scanners géologiques, mais le basalte experts qui ont absorbait examiné chaque les longueur images d'onde comme un ont vide. réalisé avec Finalement, horreur ils ont à quoi envoyé un ressemblaient ces microdrone formes. spécialisé Elles suffisamment ressemblaient à des petit sommets pour de se tours. faufiler à Des travers dizaines une d'entre fissure elles s'élevaient des capillaire. profondeurs, Il a capturé comme si 4 une ville minutes entière se d'images avant dressait de se couper lentement et complètement. silencieusement Les du fond de images étaient l'océan chaotiques, après des dizaines de tremblantes, milliers d'années. mais indubitables. Mais les tours ont Une alors immense cessé de chambre bouger. souterraine. Le bourdonnement D'imposants s'est tu. piliers de Les pierre anomalies noire magnétiques disposés se en sont une grille dispersées. parfaite. Et au la mer centre, a retrouvé une son sphère rythme colossale normal. suspendue, Calme, tournant lentement, tranquille, reflétant la insouciante, lumière presque d'une source expectative. inconnue. La Les sphère était agences couverte gouvernementales d'entailles, ont pris des en charge continents, l'enquête. des côtes, Toutes les des chaînes recherches de ont été montagnes, classées des fosses confidentielles. océaniques, Toutes les mais images pas ont telles été qu'ils sont effacées. aujourd'hui, Tous les tels rapports qu'ils ont étaient été avant scellés. l'ère glaciaire, L'explication avant les officielle, inondations, un avant que dysfonctionnement les de continents l'équipement. ne changent. Mais La quelque dernière chose qu'ils n'ont image pas pu transmise effacer par le est drone restée. montrait quelque De chose 36 d'encore heures après plus le début effrayant. du silence, Une inscription des gravée hydrophones autour de du la sphère, Pacifique ont capté brillant un nouveau légèrement son. comme si elle Un faible clic réagissait à la rythmique, lumière artificielle presque comme un du drone. langage se répétant plusieurs fois selon un schéma croissant. Des linguistes marins ont analysé les impulsions et ont trouvé une correspondance effrayante. Les clics suivaient la même structure que le script enregistré autour de la sphère géante à l'intérieur de la chambre enterrée. Les impulsions se traduisaient en quelque chose qui ressemblait à un message, court, répétitif, immuable. Nous ne partons pas. Un chercheur a décrit le message comme un avertissement. Un autre a dit qu'il ressemblait à un compte à rebours. Mais l'un d'eux, après l'avoir écouté en boucle dans ses écouteurs à 3 heures du matin, a murmuré quelque chose que personne n'a noté, mais dont tout le monde s'est souvenu. Ce n'est pas un message qui nous est destiné. C'est un message destiné à autre chose. Et dans les profondeurs du Pacifique, dans des endroits que l'œil humain n'a jamais vus, quelque chose d'ancestral s'est mis en mouvement, a expiré et a attendu. Les mois qui ont suivi ont été marqués par un silence tendu au sein de la communauté scientifique. Officiellement, rien ne s'était passé. Il n'y avait pas de couloir de basalte. Il n'y avait pas de sphère mystérieuse. Il n'y avait pas de signaux émanant des profondeurs. Mais parmi ceux qui savaient, ceux qui avaient vu les images ou analysé les données, une inquiétude persistante s'est installée comme une fièvre légère qui ne passait pas. La première rupture vint d'une source inattendue. Un pêcheur indonésien travaillant dans les eaux proches de Sulawesi tira ses filets un matin brumeux et trouva quelque chose pris parmi les poissons. Une plaque rectangulaire d'environ 30 cm, faite d'un matériau qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle ressemblait à du métal, mais était légère comme de l'os. Sa surface était couverte de symboles gravés si fins qu'ils semblaient presque avoir été imprimés plutôt que sculptés. Le pêcheur, un homme de 63 ans nommé Arief qui avait passé toute sa vie dans ces eaux, a déclaré plus tard que la plaque semblait vibrer légèrement dans ses mains, comme si elle avait son propre rythme cardiaque. Il l'emporta dans son village, où elle resta 2 jours dans sa cabane, avant que des rumeurs n'attirent l'attention d'un professeur d'anthropologie en visite. La plaque finit par arriver dans un laboratoire à Jakarta, où des analyses préliminaires révélèrent des résultats déconcertants. Le matériau ne correspondait à aucun alliage connu. Il contenait des éléments qui ne se fondent normalement pas naturellement, combinés dans des proportions qui défiaient la métallurgie conventionnelle. Plus troublant encore, lorsqu'elle était exposée à certaines fréquences sonores, la plaque émettait une faible lueur, presque imperceptible, comme si elle répondait à des stimuli auditifs. Les symboles ont été photographiés et numérisés. Lorsqu'on les a comparés aux fragments d'écriture capturés par le drone avant sa panne, la correspondance était indéniable. Pas identique, mais clairement apparentés, comme les dialectes d'une même langue ou les variations régionales d'une tradition commune. Cela soulevait des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Comment le même système d'écriture pouvait-il apparaître sur des structures sous-marines situées à des milliers de kilomètres les unes des autres? Comment une plaque faite de matériaux inexplicables pouvait-elle être retirée des eaux peu profondes près de l'Indonésie? Et surtout, quelle était l'étendue du réseau de structures, d'artefacts et peut-être même d'installations encore en fonctionnement sous le Pacifique? Au cours des semaines suivantes, des rapports ont commencé à converger depuis des endroits dispersés. Un groupe de plongeurs amateurs dans les îles Fidji a photographié ce qui semblait être un escalier sculpté descendant dans une fissure volcanique à environ 40 mètres de profondeur.
L'escalier s'arrêtait brusquement, obstrué par des débris, mais son existence même était impossible à expliquer par des processus géologiques connus. Une équipe de recherche française cartographiant les fonds marins près de la Nouvelle-Calédonie a détecté une série d'anomalies thermiques formant un motif hexagonal parfait. Les sources hydrothermales sont généralement irrégulières, suivant les fractures naturelles de la croûte terrestre. Celles-ci étaient espacées avec une précision mathématique, comme si elles avaient été délibérément positionnées, peut-être comme des marqueurs ou peut-être comme faisant partie d'un système plus vaste qui restait invisible à nos instruments. Un sous-marin de recherche opérant dans les profondeurs près des îles Salomon a signalé des interférences dans ses systèmes de navigation lorsqu'il passait au-dessus d'une région spécifique du fond océanique. Le commandant a décrit l'expérience comme la traversée d'un champ de force, même s'il savait qu'une telle description semblerait absurde dans un rapport officiel. Les instruments se sont comportés normalement dès qu'ils se sont éloignés de cette zone, mais l'équipage a remarqué que leurs enregistrements de cette période étaient corrompus, remplis de parasites et de fragments sonores que certains ont insisté pour dire qu'ils ressemblaient à des voix lointaines. Le rapport le plus troublant est peut-être celui d'une station sismologique isolée dans les îles Aleutiennes. Pendant 3 nuits consécutives, les instruments ont enregistré un motif rythmique émanant du fond océanique. Il ne s'agissait pas d'une activité sismique naturelle. La signature était trop régulière, trop précise. Elle ressemblait davantage à un battement ou à un code qu'à un phénomène géologique. Les techniciens qui ont analysé les données ont remarqué que le motif comprenait des pauses à des intervalles spécifiques, comme s'il était structuré en sections ou en phrases. Lorsqu'il a été représenté graphiquement, le motif a formé une sorte d'onde sinusoïdale complexe avec de multiples harmoniques superposées. L'un des techniciens, un homme qui avait passé des décennies à étudier les motifs sismiques, a déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. C'était trop organisé, trop intentionnel. Les autorités ont écarté cette hypothèse, la qualifiant d'artefact instrumental, probablement causé par une défaillance de l'équipement ou une interférence provenant de sources inconnues. Mais le technicien a conservé une copie des données. Et lorsqu'il a enfin eu l'occasion de les comparer aux modèles de vibration enregistrés dans le couloir de basalte avant son effondrement, il a découvert qu'ils étaient mathématiquement liés. Pas identiques, mais basés sur les mêmes structures fondamentales, comme si différents instruments jouaient des parties d'une même composition. Au fur et à mesure que ces rapports s'accumulaient, un tableau a commencé à se dessiner, même si c'était un tableau que personne n'était prêt à accepter. Nous n'avions pas affaire à une anomalie isolée ni même à un seul site archéologique submergé. Nous découvrions les fragments de quelque chose de beaucoup plus grand, un réseau, un système. Peut-être même une civilisation qui avait étendu son emprise sur tout le Pacifique à une époque si lointaine que même nos légendes les plus anciennes n'en avaient pas conservé le souvenir. Les sceptiques, bien sûr, avaient des explications pour tout. Des formations géologiques inhabituelles. Des artefacts modernes mis au rebut qui avaient été mal interprétés. Des défaillances d'équipement. La psychologie de masse. Il était beaucoup plus facile de rejeter que d'enquêter, beaucoup plus confortable d'ignorer que d'affronter les implications. Mais pour ceux qui avaient vu les images, analysé les données, tenu la plaque métallique entre leurs mains, le déni n'était pas une option. Il y avait quelque chose là-dessous. La question que personne n'osait poser à voix haute, quelque chose qui avait été construit avec précision et dans un but précis. Si ces structures avaient été construites d'une manière il y a ou des d'une dizaines de milliers d'années par une fonctionner. civilisation capable d'une ingénierie rivalisant avec la nôtre ou la surpassant, que l'heure était-il arrivée? Et s'ils avaient laissé derrière eux des systèmes qui fonctionnaient encore après tout ce temps, quel était le but de ces systèmes? Qu'attendait-il? Les mois ont continué à passer. L'intérêt du public s'est estompé à mesure que d'autres nouvelles ont dominé les cycles médiatiques. Mais dans les profondeurs, loin des regards humains, les signaux ont continué. Des impulsions rythmiques voyageant au fond de l'océan, des anomalies thermiques formant des motifs impossibles, des tours sombres émergeant brièvement avant de replonger dans l'obscurité. Et toujours ce message faible se répétant à des fréquences que la plupart des instruments ne détectaient même pas. Nous ne sommes pas partis. La deuxième phase du phénomène a commencé sans avertissement.
non pas avec un événement dramatique ou une découverte spectaculaire, mais avec une série de petits changements qui, pris individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un schéma inquiétant. Tout d'abord, les poissons ont commencé à se comporter de manière étrange. Des bancs entiers ont abandonné leur route migratoire traditionnelle, déviant à angle aigu comme s'ils évitaient des zones invisibles dans l'océan. Les baleines ont modifié des schémas qu'elles suivaient depuis d'innombrables générations. Des dauphins ont été observés nageant en formation circulaire pendant des heures, comme s'ils patrouillaient un périmètre ou accomplissaient un rituel incompréhensible. Les biologistes marins étaient intrigués. Le changement climatique pouvait expliquer des modifications graduelles du comportement animal, mais pas des changements aussi brusques et coordonnés. C'était comme si les animaux réagissaient à quelque chose que les humains ne pouvaient détecter, un signal ou une présence qui perturbait leurs instincts ancestraux. Puis vinrent les anomalies électromagnétiques. Des navires traversant certaines régions du Pacifique ont signalé des interférences dans leur système de navigation. Les boussoles tournaient de manière erratique. Le GPS indiquait des positions impossibles. Les radios captaient des rafales de parasites que certains opérateurs juraient contenir des motifs structurés, presque comme des transmissions codées sur des fréquences qui ne devraient pas exister. Une compagnie maritime coréenne a temporairement perdu le contact avec 3 cargos en une seule semaine. Lorsque la communication a été rétablie, les équipages ont rapporté des expériences similaires, une période de silence électronique complet suivie d'un son étrange qui semblait provenir de toutes les directions à la fois. Un son grave et pulsatoire qui pénétrait les coques d'acier et résonnait dans les os des marins. Un officier de communication l'a décrit comme une musique jouée par des instruments qui n'étaient pas destinés à l'oreille humaine. Une infirmière à bord a déclaré que le son lui donnait l'impression d'être observé par quelque chose de vaste et d'ancien. Le capitaine de l'un des navires, un homme ayant 40 ans d'expérience dans la marine, a simplement refusé de parler de l'incident, sauf pour dire qu'il avait ressenti quelque chose qui l'avait amené à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Les gouvernements ont répondu par un silence officiel et des enquêtes discrètes. Des sous-marins militaires ont été envoyés pour cartographier les régions où les incidents s'étaient produits. Des satellites ont été repositionnés pour surveiller des zones spécifiques de l'océan. Des données ont été collectées, analysées et classées, mais quelque chose de curieux s'est produit. Les sous-marins qui sont revenus ont signalé que leur mémoire semblait fragmentée, avec des lacunes inexplicables dans leurs enregistrements. Des périodes qui auraient dû être documentées étaient tout simplement absentes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait effacé certaines informations de manière sélective. Les commandants ont juré que leurs équipages avaient suivi toutes les procédures normales, que tout s'était déroulé comme prévu. Mais les données ne mentaient pas. Des heures entières manquaient. Un psychologue militaire a été appelé pour évaluer l'un des équipages. Son rapport, divulgué par la suite par une source anonyme, décrivait un phénomène qu'il a appelé amnésie partagée sélective. Les 27 membres de l'équipage présentaient tous des lacunes identiques dans leurs souvenirs couvrant la même période. Ils ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient fait pendant environ 6 heures alors qu'ils survolaient une région spécifique du fond océanique. Lorsqu'on les pressait de questions, certains décrivaient des sensations vagues, une présence, une observation, l'impression que quelque chose d'énorme avait braqué son attention sur eux comme un projecteur sur des insectes. Le psychologue a recommandé des évaluations supplémentaires et éventuellement un traitement pour le stress post-traumatique. Mais avant qu'il n'ait pu terminer son travail, il a été transféré à un autre projet. Son rapport a été classé. L'équipage a été dispersé vers différentes bases à travers le monde. Et officiellement, rien d'inhabituel ne s'était produit. Mais le schéma se poursuivait. Dans différentes parties du Pacifique, à différents moments des personnes continuaient à rapporter des expériences similaires. Des trous de mémoire, des sensations d'observation, des sons qui n'auraient pas dû exister. Et à chaque fois que ces incidents faisaient l'objet d'une enquête, les preuves semblaient s'évaporer. Les dossiers étaient corrompus, les témoins changeaient leur version des faits. Des explications banales étaient trouvées et acceptées avec une précipitation qui suggérait que quelqu'un avait tout intérêt à garder certaines choses secrètes. L'océan continuait son travail éternel,
indifférents aux préoccupations humaines. Les vagues se brisaient sur les plages tropicales, les courants transportaient les nutriments d'un continent à l'autre. Des tempêtes naissaient, rugissaient et mouraient, mais sous la surface quelque chose continuait à bouger. Quelque chose qui avait attendu patiemment pendant des millénaires. Quelque chose qui était peut-être en train de se réveiller. La communauté scientifique clandestine, ces chercheurs qui en avaient vu trop pour accepter les explications officielles, a commencé à communiquer par des canaux naturels. Ils partageaient des données sur des serveurs anonymes. Ils échangeaient des théories sur des forums cryptés. Et lentement, mais elles ne sont pas restées inactives. Ils ont commencé à assembler une image de ce qui pouvait se passer. La théorie qui en a émergé était à la fois fascinante et terrifiante. Elle suggérait que le Pacifique abritait les vestiges d'une civilisation technologiquement avancée qui avait prospéré des dizaines de milliers d'années avant l'histoire écrite. Cette civilisation avait construit un réseau de structures sous-marines, peut-être à des fins que nous ne pouvions pas encore comprendre. Capteurs, production d'énergie, que des changements géologiques naturels, peut-être même voyage entre les systèmes qui étaient restés stables pendant des millénaires. Ou peut-être que quelque chose de plus fondamental était en train de se produire, un cycle cosmique ou temporel qui arrivait à un point d'inflexion. Certains ont émis l'hypothèse que le message répété « Nous ne sommes pas partis » n'était pas une communication destinée aux humains, mais un signal d'état envoyé à des destinataires inconnus. Peut-être d'autres comme eux, dispersés dans le cosmos, attendant la confirmation que leurs cousins terrestres existaient toujours. Peut-être des entités qui transcendaient notre compréhension de la vie. Ou peut-être quelque chose d'encore plus étrange, des êtres hors du temps ou au-delà des dimensions que nous connaissions. Mais ce n'étaient que des théories. Des spéculations basées sur des fragments de preuves et une imagination alimentée par la peur et l'admiration. La vérité, si tant est qu'elle puisse être découverte, reposait dans les profondeurs obscures de l'océan, gardée par des pressions qui écraseraient n'importe quel vaisseau humain, et une obscurité qu'aucune lumière artificielle ne pourrait complètement dissiper. Et ainsi le mystère demeurait, palpitant, attendant, comme il l'avait toujours fait. L'année suivante apporta des développements que personne n'avait anticipés. Pas de découverte spectaculaire, ni de révélation fracassante, mais un changement subtil et persistant dans la nature même du phénomène. C'était comme si l'océan, ou quoi que ce soit qui habitait ses profondeurs, testait les limites de notre perception, repoussant progressivement les frontières de ce que nous étions prêts à accepter. Les rêves ont été le premier signe. Des personnes vivant autour du Pacifique, sans aucun lien apparent entre elles, ont commencé à rapporter des rêves remarquablement similaires. Pas identiques, mais construits à partir des mêmes éléments fondamentaux. De vastes structures submergées, une lumière émanant de sources impossibles, une présence qui observait sans juger. Et toujours, un son. Un battement profond et rythmique qui semblait avoir une signification au-delà du langage. Au départ, ces récits ont été ignorés ou considérés comme une coïncidence. Les rêves sur l'océan étaient courants chez les personnes qui vivaient près de celui-ci. Les structures sous-marines étaient un thème populaire dans les films et la littérature. Il n'était pas surprenant que des imaginaires culturellement conditionnés produisent des visions similaires. Mais à mesure que les récits s'accumulaient, certains détails ont commencé à ressortir. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées décrivaient les mêmes symboles spécifiques, les mêmes formations architecturales, les mêmes sensations. Des enfants qui n'auraient pas pu avoir accès à des informations sur les découvertes secrètes dessinaient des images qui correspondaient précisément à des photographies classifiées. Un vieil homme vivant dans un village isolé du Pacifique Sud, qui n'avait jamais vu d'ordinateur, s'est réveillé un matin et a commencé à écrire des séquences mathématiques qui, une fois analysées par des experts, ont montré des corrélations avec les modèles de vibrations enregistrés dans le couloir de basalte. Les sceptiques avaient leurs explications. Contamination mémétique, inconscient collectif, coïncidence statistique amplifiée par une attention sélective. Mais pour ceux qui étudiaient le phénomène de près, ces explications semblaient de plus en plus inadéquates. Quelque chose communiquait par des moyens que nous ne comprenions pas. Quelque chose semait les graines de la connaissance dans des esprits réceptifs à travers le monde.
Une artiste d'Auckland s'est réveillée d'un rêve particulièrement vivant et a passé 3 jours sans interruption à créer une série de peintures qui l'ont laissée épuisée et hantée. Les images montraient une ville qu'elle n'avait jamais vue, mais qu'elle décrivait avec des détails impossibles. Des tours de matière noire qui reflétaient la lumière d'une manière qui défiait les lois de la physique. Des canaux d'eau brillants de bioluminescence, des figures humanoïdes mais clairement non humaines, aux proportions subtilement erronées et aux yeux qui semblaient contenir des étoiles. Lorsque les photographies de ces peintures ont été comparées aux images filmées par le drone, la correspondance était troublante. Pas exacte, mais clairement dérivée de la même source. C'était comme si elle avait vu la ville non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été à son apogée, avant que le temps et la mer ne la réclament. Un musicien à Tokyo a commencé à composer des mélodies qui lui venaient dans des états de semi-conscience. Il disait qu'il ne les créait pas, mais qu'il transcrivait simplement quelque chose qui existait déjà quelque part au-delà de sa compréhension. Lorsque ces mélodies ont été analysées par ordinateur, elles ont révélé des structures mathématiques complexes codées dans leur fréquence et leur durée. Des structures qui correspondaient au modèle de vibration détecté émanant des structures sous-marines. Un mathématicien chilien, travaillant sur des problèmes de théorie des nombres, a eu une intuition qui l'a conduit à une nouvelle classe d'équations décrivant des formes qui ne pouvaient exister dans l'espace tridimensionnel normal. Lorsque ces formes ont été visualisées à l'aide d'un logiciel spécialisé, elles ressemblaient aux structures géométriques filmées au fond de l'océan. Le mathématicien n'avait pas connaissance de ces images. Il n'avait jamais étudié l'archéologie sous-marine. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était parvenu aux mêmes formes par un chemin purement abstrait. C'était comme si les frontières entre l'esprit et la matière, entre la connaissance et l'intuition, devenaient perméables. Comme si quelque chose dans les profondeurs transmettait non seulement des signaux physiques, mais aussi des informations à des niveaux plus fondamentaux de la réalité, infectant les rêves, inspirant l'art, guidant les pensées mathématiques, préparant l'humanité à quelque chose qui allait arriver. Les gouvernements étaient nerveux. Ils ne pouvaient pas contrôler les rêves. Ils ne pouvaient pas censurer les intuitions. Ils ne pouvaient pas classer les intuitions mathématiques. Le phénomène se propageait par des canaux imperméables à de suppression conventionnelle. Des réunions secrètes ont été organisées dans des bunkers et des salles de conférences isolées. Des stratégies ont été débattues. Certains préconisaient une divulgation contrôlée, révélant progressivement l'existence des structures afin de préparer le public à des révélations plus importantes. D'autres soutenaient que le déni devait être maintenu à tout prix, que l'humanité n'était pas prête à affronter ce que ces découvertes impliquaient. Quelques-uns, les plus perturbés par ce qu'ils avaient vu, suggéraient qu'il était peut-être trop tard pour toute stratégie, que ce qui se passait échappait au contrôle humain et l'avait toujours été. Pendant que les puissants débattaient, l'océan continuait son travail. Les vagues emportaient et ramenaient des débris sur les plages du monde entier. Les courants profonds transportaient l'eau d'un hémisphère à l'autre. Des créatures naissaient, vivaient et mouraient dans des écosystèmes qui fonctionnaient sans aucune conscience d'être observés d'en haut et peut-être aussi d'en bas. Et dans les profondeurs, là où la pression était si forte qu'elle aurait écrasé les eaux et le métal, là où l'obscurité était si totale que même les concepts de lumière et d'ombre perdaient leur sens, quelque chose continuait à fonctionner, quelque chose qui avait été construit avant même que l'humanité n'existe, quelque chose qui attendait peut-être encore ses créateurs, ou peut-être attendait-il nous. La dernière transmission connue du phénomène est arrivée par une nuit sans lune, captée par une station de surveillance antarctique qui ne la cherchait même pas. Elle était plus longue que les précédentes, plus complexe. Elle contenait des couches d'informations codées dans des fréquences que les analystes essayaient encore de décomposer. Mais une partie était immédiatement La phase suivante du phénomène fut une marquée séquence par le simple qui se silence. répétait au début Pas et à la l'absence fin de la habituelle de transmission. bruit, Une mais fois quelque chose de converti en plus chiffres profond et de puis en plus texte à troublant. l'aide d'un système C'était qui comme si semblait l'océan évident lui-même retenait son rétrospectivement. souffle, Elle attendant produisait un quelque chose message que de lui seul seulement pouvait 3 mots. percevoir. Nous revenons. Les signaux Personne ne cessèrent. savait ce que Les cela anomalies signifiait. magnétiques se Si c'était une stabilisèrent. promesse ou une Les animaux menace, reprirent si cela leur route faisait référence traditionnelle. à des êtres Les gens physiques cessèrent traversant d'avoir des rêves distances étranges. spatiales Pendant ou quelques temporelles, semaines, ou à tout quelque semblait chose être de revenu plus à
l'anormal, comme si le phénomène n'avait été qu'une aberration temporaire, une perturbation passagère dans le tissu de la réalité qui s'était corrigée d'elle-même. Les gouvernements se sont détendus, les scientifiques ont repris leur projet habituel. Les médias, qui n'avaient jamais été informés des événements les plus significatifs, sont restés ignorants et indifférents. La vie a suivi son cours habituel, avec ses préoccupations mondaines et ses crises artificielles. Mais certains observateurs ont remarqué quelque chose que les autres avaient manqué. Le silence n'était pas vide. Il était dense, mais pour ceux qui savaient chargé, regarder, comme le qui calme savaient avant une écouter, tempête qui s'étend au-delà de l'horizon visible. Il était devenu un comme lieu le moment d'attente, entre l'éclair et le de tonnerre, préparation, lorsque de l'air semble transition vibrer entre ce qui d'énergie était et ce qui potentielle. allait devenir. Une océanographe Et quelque part japonaise dans les nommée Yuki profondeurs, Tanaka bien a été au-delà de l'une la des portée premières de la à exprimer lumière du cette soleil intuition. ou de la Elle avait passé curiosité sa carrière humaine. à étudier Des les courants structures qui profonds étaient et les restées modèles de endormies circulation pendant des thermohaline. millénaires ont commencé Elle à connaissait s'éveiller. l'océan Des mieux que la lumières plupart qui des n'avaient gens pas ne brillé connaissent leur depuis propre avant la jardin. dernière aire Et elle glaciaire savait ont que quelque commencé chose à n'allait pas. clignoter. Des L'océan portes semble qui étaient différent, restées scellées a-t-elle depuis écrit que dans les un journal ancêtres de qui serait l'humanité retrouvé bien vivaient plus encore tard. dans les Je arbres ne peux ont pas commencé l'expliquer en termes scientifiques. imperceptiblement Les à données s'ouvrir. semblent normales. Le Pacifique Tous n'avait les pas paramètres oublié sont ses dans les anciens variations habitants. attendues. Et Mais quand je peut-être ferme juste les yeux et que peut-être j'écoute, n'avait-il pas je sens oublié le quelque chose qui Pacifique. n'était pas là auparavant. Une attente, une préparation. L'océan se prépare à quelque chose. Elle n'était pas la seule à ressentir cela. Les pêcheurs du Pacifique ont signalé que leur prise avait subi de subtils changements. Des espèces qui restaient normalement en eau profonde apparaissaient près de la surface. Des bancs qui voyageaient normalement seuls se regroupaient avec d'autres espèces, comme s'ils cherchaient la sécurité dans le nombre. Des requins normalement solitaires et territoriaux ont été vus nageant en formation qui auraient pu ressembler à des patrouilles coordonnées pour ceux qui étaient enclins à une telle interprétation. Un capitaine de pêche commerciale en Nouvelle-Zélande a décrit une expérience troublante. Il avait jeté ses filets dans des eaux qu'il connaissait depuis des décennies, s'attendant à la prise habituelle de thon et de maquereaux. Ce qu'il a remonté était différent. Des créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des poissons aux couleurs impossibles, avec des yeux qui semblaient refléter plus de lumière qu'ils n'en recevaient. Certaines avaient des structures corporelles qui défiaient sa compréhension de la biologie marine, des nageoires au mauvais endroit, des mâchoires qui s'ouvraient à des angles impossibles. Il a relâché toutes les créatures dans la mer, mais l'une d'elles est restée coincée dans le filet et est morte avant qu'il puisse la libérer. Lorsqu'il l'a apportée pour analyse, les biologistes ont été perplexes. L'ADN de la créature ne correspondait à aucune espèce connue. La structure interne était radicalement différente de celle de tous les poissons répertoriés. Et plus troublant encore, son âge estimé basé sur les modèles de croissance osseuse suggérait qu'elle n'avait que quelques mois. C'était comme si la créature avait été créée récemment et non pas évolué au cours de millions d'années. Des théories sur des mutations causées par les radiations ou la pollution ont été proposées, puis rapidement rejetées. La créature était en trop bonne santé, trop bien adaptée pour être le résultat de dommages génétiques aléatoires. Elle semblait avoir été conçue, construite dans un but précis, et c'était une impossibilité que personne n'était prêt à accepter. Les semaines se transformèrent en mois. Le silence continua, mais la tension monta. Elle était palpable pour ceux qui savaient quoi chercher, une pression atmosphérique invisible qui rendait les gens irritables sans raison, qui perturbait le sommeil même de ceux qui ne savaient rien des découvertes secrètes. Le monde entier semblait être sous une influence subtile, un changement d'humeur collectif que les psychologues attribuaient au stress économique ou à l'anxiété climatique, mais qui avait des origines beaucoup plus profondes et anciennes. Et puis, lors d'une nuit qui serait plus tard connue sous le nom de l'éveil, tout a changé. Cela a commencé dans la ceinture de feu, la zone d'activité volcanique et sismique qui entoure le Pacifique. Des tremblements mineurs ont été enregistrés simultanément dans des dizaines d'endroits. Ils n'étaient pas particulièrement intenses, peut-être de magnitude 4 dans la plupart des cas, mais leur synchronisation était sans précédent. C'était comme si tout le bord de l'océan avait tremblé en même temps en réponse à une impulsion provenant des profondeurs. Des volcans endormis depuis des siècles ont émis des panaches de vapeur. Des geysers qui entraient normalement en éruption à des heures prévisibles ont jailli hors de leur cycle. Le niveau de la mer a fluctué rapidement, perturbant les ports autour du Pacifique. Ce n'était pas un tsunami, il n'y avait pas de vagues destructrices, mais c'était clairement quelque chose de massif qui se déplaçait dans le bassin océanique.
Les stations sismiques du monde entier ont enregistré l'événement, mais ont eu du mal à l'interpréter. La signature ne ressemblait à aucun tremblement de terre connu. Elle ne provenait pas d'une faille en glissement ni d'une éruption volcanique. C'était quelque chose de plus fondamental, comme si la croûte terrestre elle-même vibrait en réponse à une force que la science n'avait pas les moyens de décrire. Puis les lumières sont apparues. Des pêcheurs, des équipages de navires et des habitants d'îles isolées du Pacifique ont rapporté avoir vu des lumières émerger des profondeurs. Il ne s'agissait pas d'une bioluminescence ordinaire. Ces lumières étaient structurées géométriques, formant des motifs qui se déplaçaient avec une intention apparente. Certaines descriptions faisaient état de lignes lumineuses formant des grilles sous l'eau, comme si une ville submergée allumait ses lumières pour la première fois depuis des millénaires. D'autres mentionnaient des colonnes de lumière s'élevant du fond de l'océan jusqu'à presque atteindre la surface, comme des phares inversés signalant à des destinataires inconnus. Un navire de croisière traversant le Pacifique Sud a capturé des images vidéo du phénomène. Les images montrent clairement des points lumineux organisés en formation qu'aucun phénomène naturel ne pourrait produire. Des lignes droites, des angles parfaits, des mouvements coordonnés. Le capitaine du navire, un vétéran de 3 décennies de navigation, a déclaré n'avoir jamais rien vu de tel, que cela ressemblait à de la technologie, mais d'un type qu'il ne pouvait pas commencer à comprendre. La vidéo a été rapidement retirée de toutes les plateformes où elle avait été publiée. La compagnie de croisière a publié un communiqué attribuant les images à des reflets et à des artefacts de la caméra. Les passagers qui ont parlé de ce qu'ils avaient vu ont été dissuadés de continuer par des moyens qui n'ont jamais été complètement élucidés. Mais il était trop tard pour contenir l'information. Le monde avait entrevu quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Et bien que les autorités aient tenté de maintenir le récit de la normalité, le voile avait été percé. Les gens se posaient des questions. Ils reliaient les points, elles réalisaient que quelque chose de monumental se passait sous les vagues du plus grand océan de la Terre. La nuit de l'éveil a duré environ 6 heures. Lorsque l'aube est arrivée sur les premières îles du Pacifique, l'océan avait retrouvé son aspect habituel. Les lumières avaient disparu, les tremblements avaient cessé. Le niveau de la mer s'était stabilisé. Tout semblait être revenu à la normale. Mais ceux qui étudiaient le phénomène savaient que rien n'était normal. Les structures des profondeurs avaient déclenché quelque chose. Elles avaient annoncé leur présence d'une manière qui ne pouvait être ignorée. Et le message qui avait été répété tant de fois auparavant, avait changé. Les hydrophones autour du Pacifique ont capté une nouvelle transmission le lendemain matin de l'éveil. Elle était différente des précédentes, plus complexe, plus longue. Et pour la première fois, elle contenait quelque chose qui ressemblait à des coordonnées. Des chiffres qui, lorsqu'ils étaient interprétés correctement, indiquaient un endroit précis au fond de l'océan. Cet endroit se trouvait au centre du Pacifique, dans une région qui avait été vaguement cartographiée par sonar mais jamais explorée en profondeur. Il s'agissait d'une plaine abyssale à environ 5 km de profondeur, sans caractéristiques notables selon les registres existants. Mais les nouveaux signaux suggéraient qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui attendait d'être découvert. Les gouvernements qui avaient la capacité d'explorer les eaux profondes ont été confrontés à une décision impossible. Ignorer les coordonnées signifierait perdre ce qui pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Les examiner signifierait potentiellement affronter quelque chose pour lequel la civilisation humaine n'était absolument pas préparée. La décision finale, prise lors de réunions qui ne seraient jamais consignées dans aucun dossier officiel, fut d'envoyer une mission. Mais pas une mission scientifique ordinaire. Il s'agissait d'une expédition à la fois de recherche et de défense, composée de scientifiques, de militaires et d'experts dans des domaines qui n'étaient généralement pas associés à l'exploration océanique. Ce qu'ils allaient découvrir allait tout changer. Non seulement notre compréhension de l'océan ou de l'histoire de la Terre, mais aussi notre conception de qui nous sommes et de notre place dans le cosmos. Mais c'est une histoire pour un autre moment. Pour l'instant, il suffit de dire que le Pacifique gardait ses secrets depuis longtemps. Et lorsqu'il a finalement choisi de les révéler, il l'a fait selon ses propres conditions, à son propre rythme, d'une manière qui a rappelé à l'humanité une vérité fondamentale que nous avions oubliée dans notre arrogance technologique. Nous ne sommes pas les premiers. Et peut-être si nous avons de la chance et de la sagesse, nous ne serons pas les derniers.
L'océan l'a toujours su, et maintenant, enfin il nous l'enseignait. L'expédition a pris la mer par un matin nuageux depuis un port qui reste non identifié pour des raisons de sécurité. Le navire principal était un bateau de recherche adapté aux opérations en eau profonde, entouré d'une petite flottille d'escorte et de navires de soutien. À bord se trouvaient 53 personnes, dont des océanographes, des géologues, des linguistes spécialisés dans les systèmes d'écriture anciens, des physiciens théoriciens et un contingent militaire dont les spécialités exactes n'ont jamais été divulguées. Le voyage jusqu'aux coordonnées a duré 8 jours. Ce furent des journées tendues, marquées par des réunions constantes, des vérifications d'équipement et des débats sur les protocoles à suivre dans différents scénarios. Personne ne savait ce qu'ils allaient trouver. Les théories allaient du banal au fantastique. Certains s'attendaient à des formations géologiques inhabituelles qui avaient été mal interprétées. D'autres se préparaient à affronter l'épreuve d'une civilisation perdue. Quelques-uns, ceux qui avaient étudié les transmissions de plus près, craignaient qu'ils ne naviguent vers quelque chose de beaucoup plus étrange et potentiellement dangereux. La première anomalie a été détectée alors qu'ils se trouvaient encore à 200 km de leur destination. Les instruments sonars ont commencé à montrer des formations au fond de l'océan qui ne correspondaient à aucune carte existante. Des structures linéaires s'étendant sur des kilomètres. Des élévations régulières espacées à des intervalles mathématiques précis. C'était comme s'ils naviguaient au-dessus d'une ville submergée, bien que la profondeur rendait toute observation directe impossible à ce stade. À mesure qu'ils s'approchaient des coordonnées, les relevés devenaient plus étranges. La température de l'eau fluctuait d'une manière qui défiait les modèles de circulation océanique. Les champs magnétiques locaux présentaient des distorsions qui interféraient avec les instruments de navigation. Et les hydrophones captaient des sons constants provenant des profondeurs, non pas le message répétitif d'avant, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'activité, au fond d'une plaine abyssale, une opération qui aurait dû être uniforme et sans caractéristiques, se trouvait une structure massive. Elle était circulaire, d'environ 3 km de diamètre. Ses bords étaient trop nets, trop symétriques pour être naturels. Au centre, il y avait une élévation, comme un dôme ou peut-être une tour, s'élevant à près de 500 mètres du fond océanique. Et autour de la structure principale, en anneaux concentriques s'étendant sur plusieurs kilomètres, se trouvait ce qui ne pouvait être décrit que comme une ville. Des bâtiments, des rues, des places. Toute l'infrastructure d'une civilisation préservée sous 5 kilomètres d'eau et des millénaires de silence. La décision d'envoyer un véhicule d'exploration fut prise rapidement. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Ils avaient voyagé trop loin, investi trop, vu trop pour faire marche arrière maintenant. Un submersible robotisé de dernière génération a été préparé et lancé, équipé de caméras haute définition, de bras manipulateurs, de capteurs environnementaux et de systèmes de communication censés fonctionner même dans les profondeurs extrêmes. La descente a duré plus de 4 heures. À chaque kilomètre, la pression augmentait, la température diminuait et l'obscurité devenait plus absolue. Les seuls points lumineux étaient les projecteurs du submersible, éclairant des particules de sédiments qui flottaient comme de la neige inversée dans l'océan incolore. Lorsqu'il a finalement atteint le fond, les premières images ont été transmises au navire à la surface. Et ce qu'ils ont vu a dépassé toutes leurs attentes et leurs craintes. La ville était réelle. Ce n'était pas une formation géologique inhabituelle ou une illusion du sonar. C'était une métropole à part entière, construite avec des matériaux qui brillaient légèrement sous les lumières artificielles. Les structures avaient des designs qui combinaient l'organique et le géométrique, des courbes fluides rencontrant des angles précis d'une manière qui semblait à la fois étrangère et étrangement familière. Des rues pavées d'un matériau noir semblable au basalte du couloir, qui s'était effondré serpentaient entre des bâtiments de différentes tailles et hauteurs. Et partout il y avait des symboles, gravés sur les murs, sculptés sur les piliers, incrustés dans les sols. Le même système d'écriture qui avait été aperçu dans les transmissions précédentes, désormais présent en abondance. Les linguistes à bord travaillèrent frénétiquement pour documenter et analyser tout ce qu'ils pouvaient voir, sachant qu'ils étaient face à la découverte linguistique la plus importante de l'histoire de l'humanité.
Mais c'est le centre-ville qui retint l'attention de tous. Le dôme ou la tour visible sur les scans sonars était en réalité une structure beaucoup plus complexe. Il s'agissait d'un bâtiment colossal qui semblait avoir été autant cultivé que construit, ses surfaces présentant des motifs rappelant une croissance organique, tout en conservant une précision architecturale impossible. Au sommet se trouvait une ouverture circulaire, telle une lucarne ou peut-être une antenne, pointant directement vers le haut, vers la surface lointaine de l'océan et le ciel au-delà. Alors que le submersible s'approchait de cette structure centrale, quelque chose que personne n'avait prévu se produisit. Les lumières commencèrent à s'allumer. Pas les lumières du submersible, qui fonctionnaient déjà. D'autres lumières. Des lumières qui émanaient de la ville elle-même. D'abord faibles, puis de plus en plus intenses. Des points lumineux apparaissaient aux fenêtres. Des lignes de lumière traçaient le long des rues. Le dôme central commençait à briller d'un poule rythmique qui rappelait un battement cardiaque. La ville se réveillait. Après des millénaires d'hibernation, la présence de visiteurs avait déclenché un mécanisme d'activation. Des systèmes qui étaient restés en veille reprenaient vie. Puis vint le son. Amplifié par les capteurs du submersible et transmis au navire en surface, un son grave et résonnant qui s'amplifia jusqu'à remplir toute la plaine abyssale. C'était le même son que les hydrophones avaient capté auparavant, mais il était désormais impossible de l'ignorer ou de le mal interpréter. C'était une communication, un salut, ou peut-être un appel. Les images du submersible montraient quelque chose émergeant du dôme central, une forme impossible à catégoriser. Elle n'était pas exactement solide, mais elle n'était pas non plus liquide ou gazeuse. Elle semblait être faite de lumière organisée, de motifs d'énergie qui se déplaçaient avec intention et intelligence. Elle avait une forme vaguement humanoïde, mais ses proportions étaient telles que les yeux humains avaient du mal à la fixer. La forme s'est arrêtée. Elle semblait regarder le submersible, les caméras, les observateurs éloignés à la surface. Puis elle a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Elle a parlé. Pas avec des sons, bien qu'il y ait eu une composante sonore. Elle a parlé directement dans l'esprit de tous ceux qui regardaient. Des mots qui n'étaient pas des mots, des concepts qui transcendaient le langage, des significations qui se formaient directement dans la conscience des auditeurs. Le message était simple, mais ses implications étaient infinies. Vous êtes venus. Vous êtes enfin venus. Nous avons attendu longtemps. Il y a beaucoup à discuter. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir avant qu'ils n'arrivent. Et ils arriveront bientôt. C'est pourquoi nous nous sommes réveillés. C'est pour cela que nous vous avons appelés. Vous êtes désormais les gardiens. La responsabilité vous incombe désormais. Nous espérons que vous êtes prêts. Nous espérons que vous avez suffisamment appris. Nous espérons que vous ne commettrez pas les mêmes erreurs. La transmission a cessé. La forme lumineuse s'est dissipée. Les lumières de la ville ont clignoté une dernière fois, puis se sont éteintes, replongeant tout dans une obscurité abyssale. Le submersible est resté à flot, ses caméras continuant à transmettre, mais ne montrant plus que des structures immobiles dans une ville qui semblait être retombée dans le sommeil. Sur le navire en surface, 53 personnes sont restées dans un silence absolu. Elles avaient reçu la confirmation de quelque chose que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient croire. Nous n'étions pas seuls, nous n'avions jamais été seuls. Et quelqu'un arrivait. L'expédition est revenue au port d'origine 3 semaines plus tard. Les données qu'elle a rapportées ont été classées au plus haut niveau de confidentialité. Les personnes qui y avaient participé ont été dispersées, leurs souvenirs considérés comme relevant de la sécurité nationale. Officiellement, l'expédition n'a jamais eu lieu. Mais l'océan se moquait bien des classifications de sécurité. Le Pacifique gardait ses secrets selon ses propres règles, et il avait maintenant décidé d'en révéler certains. D'autres découvertes seraient faites. D'autres preuves émergeraient. D'autres personnes auraient des rêves qu'elles ne pourraient expliquer et des intuitions qui transcendaient les connaissances normales. La vérité émergeait, lentement mais inévitablement, comme la marée qu'aucun décret ne peut arrêter. Et quelque part dans les profondeurs, la ville attendait. Ces systèmes étaient en veille, mais pas inactifs. Ces gardiens de lumière étaient prêts à se réveiller à nouveau lorsque cela serait nécessaire.
Ces messages étaient gravés sur chaque mur et chaque pilier, attendant ceux qui apprendraient enfin à les lire. Le Pacifique avait porté ce secret depuis plus longtemps que l'humanité n'existait. Et maintenant il nous transférait ce fardeau. Ce que nous en ferions déterminerait non seulement notre avenir, mais peut-être aussi celui de tout ce qui vit sur cette planète. Les anciens avaient laissé leurs traces, leurs avertissements, leurs espoirs. Et maintenant c'était à nous de décider si nous serions dignes de la confiance qu'ils avaient placée en nous, leurs lointains descendants. L'océan observait, l'océan attendait, l'océan se souvenait, et dans les profondeurs les plus sombres, où la pression était écrasante et où la lumière n'avait jamais pénétré, quelque chose d'ancien contemplait l'avenir avec une patience mesurée en ère géologique. Il n'était pas parti, il n'était jamais parti. Et maintenant, enfin, l'humanité savait qu'elle n'était pas seule dans l'immensité du temps et de l'espace. Ce qui allait suivre dépassait toute prévision. Mais une chose était sûre, le monde ne serait plus jamais le même, et le Pacifique, éternel gardien de secrets impossibles, continuerait à jouer son rôle de témoin silencieux, comme il l'avait toujours fait depuis que les premières vagues s'étaient brisées sur les premières plages d'une terre beaucoup plus jeune. L'océan est patient. L'océan est éternel, et l'océan se souvient de tout. Il s'est toujours souvenu, il se souviendra toujours, jusqu'à ce que les dernières étoiles s'éteignent et que le dernier atome se dissolve dans le vide final. Et même alors, peut-être l'écho des vagues continuera-t-il à résonner à travers le tissu de l'univers, transportant les histoires de civilisations qui ont vécu, aimé, construit et disparu, ne laissant que des traces dans la pierre et des souvenirs dans l'eau pour raconter leurs histoires. Le Pacifique est vaste, le Pacifique est profond, et ses mystères commencent seulement à être révélés.